Le New Space va-t-il traverser la vallée de la mort sans encombre? Passer du laboratoire à l'orbite, c'est un défi titanesque que la plupart des acteurs réunis ici aux assises du New Space ont décidé de relever. Alors comment passer à l'échelle industrielle? C'est la question évidemment qu'on va se poser aujourd'hui dans ce Space Talk dédié aux assises du New Space avec nos invités en plateau au cœur des assises. À ma gauche, Frédéric Adragna, bonjour. Bonjour Cécilia. Responsable du programme Connect by CNES au sein du CNES, de l'Agence spatiale française. À vos côtés, Géraldine Romano, directrice adjointe de l'ISAE Supaéro. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur ce plateau délocalisé. En face de vous, Vincent Clos, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, vous êtes directeur du Space Business Catalyst chez Thales Alenia Space et vous venez représenter aujourd'hui le GIFAS. Bienvenue sur ce plateau. Et puis, juste à côté de vous, Samuel Mamou. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue. Donc, vous dirigez l'Alliance New Space. Alors, on est réunis tous ensemble à cette 5e édition des Assises du New Space. Donc, ça fait 5 ans qu'on réunit ce secteur, qu'on voit grandir ces acteurs. Est-ce que déjà, on a un premier retour comme ça d'expérience? L'objectif il y a 5 ans, c'était de lancer le champion ou les champions européens du New Space. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Samuel? Alors en 5 ans, on voit que le New Space français a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on est parti de quelques startups qui s'étaient lancées, soutenues par le CNES, soutenues par l'État. Et aujourd'hui, on arrive avec des acteurs industriels qui ont des usines, qui ont des produits et des services qui vendent en France, en Europe et à l'international. Et donc on voit des premiers acteurs qui veulent se positionner comme des champions à l'international. Oui, Frédéric, peut-être un Oui, je suis assez là-dessus. d'accord. Alors effectivement, dans 2022, etc., il y avait une espèce de bulle aussi. Il y a eu beaucoup de créations de startups. Ça a été encouragé, comme l'a dit Samuel, par les instances politiques et le CNES notamment. On voit maintenant un petit peu un tassement. Il y a effectivement donc, le passage à l'échelle, ça va être le sujet d'aujourd'hui, mais on voit aussi donc, une industrialisation, mais un certain tassement, donc peut-être un regroupement, donc une consolidation en fait, de l'écosystème. Oui. Vous avez un regard sur ces 5 années écoulées, sur cette consolidation du secteur? Alors je pense qu'aujourd'hui on entre effectivement dans une phase de rationalisation. Il y a eu beaucoup de foisonnement ces 5 dernières années et on arrive finalement dans la phase, et c'est dont on va parler aujourd'hui, mais dans la phase de rationalisation de tous ces acteurs. Voilà, nous à l'ISAE Supaéro, on incube des startups, mais on les prend plutôt dans la phase d'amorçage. Donc on n'a pas encore ce recul sur cette phase. Vincent Clos, un mot sur ce regard en arrière? Oui, juste pour rajouter, effectivement, c'est la phase de la maturation, c'est la phase de la consolidation, des fragmentations avec des acteurs, des nouveaux acteurs qui sont de plus en plus matures. Et le sujet, ça va être en tant qu'écosystème au global. Donc, les nouveaux entrants et les différents acteurs, c'est ce qu'on vit au sein du GIFAS. Comment tous ensemble, on va pouvoir grandir comme le mentionnait par exemple Hélène Ubi ce matin sur le plateau, Jean-Paul Bétermier. Tous ensemble, comment on consolide tout ça, tout en maintenant aussi un flow. L'idée, c'est qu'il continue à y avoir des nouvelles startups qui se créent, etc. Et qu'on puisse les accompagner les uns et les autres pour vraiment avoir ce tissu industriel solide, global, et qui puisse aller au-delà de la France vers l'Europe et vers l'étranger. Et avoir finalement ceux ou ces champions dont je parlais en introduction de ma question, qui est l'objectif aussi de ces assises du New Space. Donc on pourrait dire qu'on sait très bien amorcer des startups, mais on a du mal à faire cette transition, ce passage à l'échelle. Qu'est-ce qui explique ça ? Plusieurs raisons. Premièrement, je pense que c'est une question de financement et de financeurs, d'investisseurs privés. On a eu des très bons investisseurs en France qui se sont positionnés sur du seed et sur des premières levées de fonds. Oui. On a eu un peu plus de mal et ça a mis un peu plus de temps pour créer cette communauté d'investisseurs pour ces prochaines étapes. On l'a vu dans tous les secteurs de la deep tech, c'est-à-dire que ce n'était pas uniquement lié au spatial. Donc ce n'était pas forcément plus facile de démarrer non plus. Il y a eu un démarrage ça dépend des entreprises. Oui. Une start-up créée en 2015 a eu plus de difficultés à démarrer qu'une start-up créée en 2019-2020 dans le spatial. Mais là, aujourd'hui, on voit quand même un écosystème d'investisseurs de fonds de croissance qui veulent investir dans le secteur, qui sont soutenus par des initiatives publiques françaises et européennes. On pense notamment à TB3, qui a été annoncé il y a quelques semaines avec un vrai focus sur les questions de deep tech, ou Scale Up Europe, qui a été annoncé par la Commission européenne avec une volonté très forte de soutenir et de mobiliser des capitaux privés pour être injectés dans notre écosystème de deep tech européenne. Oui. Vincent, un mot sur... Oui, effectivement, je pense qu'il y a un sujet de financement pour les startups et puis il y a aussi un sujet de consolidation et de se concentrer sur les sujets qui comptent. C'est-à-dire, moi, dans mon expérience personnelle, ce que je vois, c'est qu'il y a des sujets, quelque part, ce n'est pas là qu'on va innover, donc autant les mettre à disposition les uns des autres
des moyens industriels existants, que ce soit au CNES, que ce soit dans les grands groupes, dans les PME-ETI, Oui. comme la Comat par exemple, et puis vraiment que les moyens soient resserrés vers l'innovation et puis l'émergence commerciale. Et par rapport à ça, le sujet de fond, de mon point de vue, il y a toujours cette comparaison avec les États-Unis en particulier. C'est vrai, il y a une différence de moyens, mais il y a aussi, je pense, ne pas s'interdire et oser aller de l'avant. Une question de culture alors aussi, qui joue beaucoup. On parle aujourd'hui beaucoup de SpaceX, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu à une époque Ariane qui était complètement prédominant. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de repasser devant à un moment donné. Le fait que ça a existé, ça ne veut pas dire que ça existera quand même, certes, Vincent. Mais enfin, il ne faut pas être défaitiste. Moi, Oui. je pense que c'est vraiment important Oui. d'être positif. Il y a des challenges, il faut aller de l'avant, pas se cacher la copie, clairement. Mais voilà, le passage à l'échelle, notamment côté GIFAS, on est en train de mettre en place une initiative Scale-up pour accompagner les adhérents start-up, justement, à monter effectivement en gamme, en capacité, en cadence, etc. Donc voilà, le sujet. Et je pense qu'il y a effectivement un sujet culturel, au-delà du financement bien entendu, et si on se compare avec les États-Unis, les Français, on est très bons ingénieurs, voilà, donc on est très bons pour trouver des solutions, pour faire de l'innovation technologique. Et pour passer de cette innovation technologique à une entreprise, c'est moins notre culture. Et justement, et je plaide coupable aussi, parce qu'en tant que Connect by CNES, on accompagne depuis le début donc, des entreprises, des startups, et on est nous-mêmes des ingénieurs, donc on est toujours beaucoup plus intéressés à faire des prototypes, à faire des rolls, plutôt qu'à aider l'écosystème à passer à l'échelle, à passer du sur-mesure au prêt-à-porter, à faire des Clio, pour le dire autrement. Oui. Et donc il faut qu'on apprenne ça aussi, nous, CNES, bien qu'on soit essentiellement des ingénieurs, qu'on apprenne le langage des industriels, qu'on apprenne à parler argent, financement, et qu'on apprenne à les aider aussi à passer à l'échelle, à faire de la production. Alors justement, on parle d'apprendre, Géraldine. C'est le rôle aussi de l'ISAE d'inculter cette culture-là de la commercialisation, c'est-à-dire de les préparer à dépasser le labo pour aller plus loin. Tout à fait. Alors nous, en fait, on forme des ingénieurs innovateurs, des ingénieurs entrepreneurs. Donc on a toute une politique d'accompagnement pour apprendre déjà en cours. Je pense qu'on a des exemples autour de la table de gens qui sont passés par nos salles de cours. Oui. Et aussi, on incube. Donc, c'est-à-dire qu'on a cette transition, on forme et derrière, on accompagne pendant 1 an les jeunes qui sortent de l'école ou les chercheurs d'ailleurs de l'école qui veulent lancer des startups. Ce qu'on remarque, nous, c'est qu'on forme quand même globalement avant tout des ingénieurs. C'est un peu ce que tu disais. C'est-à-dire qu'on forme avant tout des ingénieurs. Ils ont des très bonnes idées techniques, mais ça ne suffit pas. Et il faut derrière apprendre le marketing, les levées de fonds, la commercialisation et le marché, trouver son marché. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on essaye vraiment d'accompagner au maximum pour passer de la bonne idée technique, deep tech, à vraiment le passage à l'échelle de « je trouve mon marché et je deviens rentable ». Parce que finalement, c'est de ça qu'on parle. C'est comment derrière, après l'amorçage financé par les États ou par le GIFAS ou par toutes les entités qui financent, comment derrière la start-up devient autonome et devient rentable. Et ça a été un défi peut-être pour l'ISAE d'aller chercher cette culture-là, d'aller apprendre à l'inculquer, donc peut-être de la comprendre d'abord. Oui, alors ça a été un défi. Moi, j'y étais pas au moment où c'est arrivé, mais en tout cas, c'est aujourd'hui quelque chose, je pense, qui est vraiment installé. Donc, on a un espace qu'on a créé il y a quelques années qui s'appelle l'InnoSpace, où on a regroupé, il peut y avoir des étudiants, des chercheurs et des startups qu'on héberge. On héberge 12 startups aujourd'hui. Et c'est aussi un espace de prototypage. Donc, en fait, on fait se rencontrer les gens, vraiment dans l'objectif d'avoir toutes ces facettes. Et le défi aujourd'hui, effectivement, c'est d'essayer d'attirer, de grossir cet écosystème et d'attirer des profils les plus variés possibles pour qu'ils s'enrichissent mutuellement. Je pense que le danger, c'est d'être seul, c'est d'être isolé. Et je crois vraiment que l'écosystème apporte ce soutien aussi aux startups. Samuel ? Peut-être pour compléter ce qui a été dit sur le volet marché, sur cette approche marché, je pense que les premiers succès du New Space sont des acteurs qui sont très vite allés à l'export, partir à l'international pour vendre leurs produits et leurs services. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi aujourd'hui à être des acteurs solides. On peut donner quelques exemples. Si on pense à Unseen Labs, qui a sa constellation d'une vingtaine de satellites en orbite en renseignement électromagnétique, historiquement pour de la surveillance maritime. Très vite, ils ont été certes accompagnés par la DGA, mais ils sont allés très vite à l'international. Oui, ils ont pu quand même se consolider avec des contrats publics. Ça permet, et cet usage dual défense a permis quand même d'assurer et de montrer sa crédibilité aussi. Tout à fait. Et on peut citer un autre exemple, alors qui est un peu plus loin de ces contrats publics, chez nos équipementiers, des startups comme TrustMe qui fait des moteurs ou Anywaves qui fait des antennes,
qui ont été soutenus parce que c'est des deep tech qui sont, en tout cas pour TrustMe, qui est sorti d'un laboratoire de recherche, donc soutenus finalement par tout cet accompagnement français qui existe depuis le début, mais qui est arrivé à se déployer très vite à l'international, sur des marchés aux États-Unis, en Japon, en Corée du Sud. Et c'est là où on voit cette dynamique et la richesse du New Space à l'international. Oui, la commande publique, c'est très important pour les entreprises. Plutôt que des subventions, ils nous le disent tous, ils préfèrent des commandes, des vraies commandes. Et je pense que c'était un des objectifs du programme France 2030, qui a bien joué son rôle là-dessus. C'était au lieu de donner encore une fois des subventions à des entreprises, c'était vraiment de leur passer des contrats avec un service à la clé. Et ils ne sont payés que si le service est rendu. Donc c'est vraiment les mettre dans une logique commerciale. Donc ça, c'était pas mal, oui. Oui, mais le problème, c'est que c'est bientôt fini, France 2030. Oui, Est-ce que ça s'arrête au pire moment Non, je pense que ça a bien soutenu effectivement la filière. Il y a eu un foisonnement, comme le disait Géraldine. Donc on arrive dans cette phase de consolidation. Donc ce serait peut-être bien effectivement de trouver une suite à France 2030, peut-être plus réduite, plus sélective, pour sélectionner justement peut-être, les pour éviter champions. de saupoudrer. Voilà, exactement. Là, je pense que c'était utile de soutenir l'ensemble de l'écosystème. Il y avait beaucoup d'innovation, de foisonnement. C'était utile. Bon, maintenant, peut-être qu'il faut effectivement choisir pour éviter de saupoudrer. Oui. Oui, vous attendez aussi, Vincent, du côté du GIFAS, cet engagement de l'État pour continuer à accompagner cette transition ? Tout à fait, notamment sur la partie nouveaux entrants, etc. Mais vraiment sur cette approche de contrat d'ancrage également pour ces nouveaux entrants. Après, effectivement, je rebondir sur ce que tu disais, Frédéric. Effectivement, il y a eu cette vertu de déjà un petit peu, entre guillemets, observer le terrain au travers des différents projets. Et là, on commence à sentir effectivement des champions qui émergent et on voit bien aussi l'État à travers des prises de participation plus conséquentes ou même au niveau des fonds européens, pour le coup, dans un certain nombre de startups qui permettent cette consolidation et de partir aussi à l'export à l'étranger. Pour parler d'une start-up qui n'est pas française mais qui est européenne, qui s'appelle iSci. C'est un bel exemple d'une start-up qui, même pour faire le parallèle avec des industriels allemands, par exemple, donc Finlande, Allemagne, est en train de gagner des marchés assez conséquents hors de l'Europe, etc. Donc le soutien de l'État, oui, évidemment, dans la mesure des possibilités, mais c'est aussi dans des temps où peut-être les moyens sont un peu plus réduits, qu'on peut chacun un peu plus être dans la collaboration et c'est vraiment notre dogme. C'est votre vision, Space, il y a une notion d'écosystème qui doit se serrer les coudes en France, en Europe et en particulier, je peux en témoigner dans toute l'activité d'accélération industrielle du côté de Thales Alenia Space, au sein du Space Business Catalyst. Il y a vraiment cette idée d'aider des acteurs tels que Space Locker à se développer, à avancer, à aller trouver d'autres fonds derrière avec nous. Tu parlais de l'export, par exemple, Samuel, ou même en France, au niveau des défenses civiles, etc. Donc, le sujet, c'est maintenant, une fois qu'on a commencé à avoir identifié ceux qui vont aller peut-être le cran plus loin, mettre les moyens qui vont bien, dans la mesure des possibles, et se concentrer sur ce qui, encore une fois, va faire la différence dans le produit, la solution d'une entreprise X, Y, Z. En fait. Vous pensez quand même qu'il faut être capable de se démarquer dans la qualité de ce qu'on va proposer parce que le passage à l'échelle, c'est aussi une question de produire vite et peut-être à bas coût. Est-ce qu'on est capable de faire ça en Europe ? Il y a des expériences, par exemple, vous avez Airbus avec OneWeb qui a fait quelque chose de vraiment très intéressant à la croisée du monde automobile, de l'aéronautique de masse, et puis du milieu du spatial. Quand on regarde l'avantage, là où je vois vraiment des synergies évidentes, des quick wins entre les nouveaux acteurs et les acteurs historiques, ça va être tous les moyens de production, d'industrialisation, d'essais, de tests. C'est des choses importantes, mais à un moment donné, ça va être plus la technologie de base qui va faire la différence. Et sur ces moyens industriels, etc., certes, on a toujours à apprendre et à injecter les méthodologies qu'on peut trouver par exemple dans l'automobile, etc. Mais on arrive à un point de maturité qui fait qu'on est capable d'aller plus loin, même pour aller au-delà du spatial parmi les membres du GIFAS. Alors ça concerne des acteurs, un acteur historique, Thales, avec le groupe Renault, qui sur la production de drones, typiquement, s'allie pour être justement dans cette mise en cadence. Donc oui, on peut le faire, mais on commence à le faire sur différents secteurs, y compris le spatial.
Oui, tout à l'heure, je disais que la France, on est un pays d'ingénieurs et moins d'entrepreneurs, mais il y a quand même des exemples qui ont marché. U-Space, tout à l'heure, Samuel disait, ont ouvert une usine de production, donc ça veut dire qu'on sait faire. Il y a Kai Labs qui a gagné des contrats aux États-Unis parce qu'ils ont été capables de faire de la production et de baisser les coûts, et c'est comme ça qu'ils ont gagné, pas uniquement grâce à leur supériorité technologique. Donc oui, il y a quelques exemples qui marchent, mais il faut apprendre de ces exemples et puis le généraliser. Ça. Oui, je pense que quand on parle de New Space, finalement, moi je vois deux facettes. Il y a la facette de faire la même chose différemment et effectivement aller plus vite, faire moins cher. Et puis il y a la facette nouvelle technologie. Et ce qu'on est en train de discuter là, c'est finalement l'articulation entre ces deux mondes. Est-ce qu'il y a un espace commun entre les deux? Comment on arrive à rapprocher les deux? C'est les questions un peu que je trouve qu'on... C'est clair, bien sûr. Ouais. Et ça, est-ce que vous le voyez aussi auprès des étudiants, des gens que vous accueillez, qui sont le futur de ces méthodologies-là, en fait? Est-ce que ça, c'est des choses que vous inculquez? Une réflexion de base qui est déjà là? Est-ce qu'on va produire plus vite avec une qualité moindre? Est-ce qu'on apprend à penser des produits pour qu'ils soient déjà produits de manière industrialisée plus tard? Ce qui n'était pas forcément le cas dans certaines technologies spatiales. Sur la production. Exactement. C'est le design to manufacture, effectivement. Okay. Alors nous, on a la chance à l'ISAE de former aussi à l'aviation. Donc forcément, le design to manufacture dans l'aviation, c'est assez évident. Donc on a beaucoup de demandes de l'industrie en ce moment sur la production. Et c'est vrai que tu parlais de OneWeb. En fait, ce qui a été fait, c'est de transposer des technologies de l'aéronautique et de l'automobile pour l'appliquer au spatial. Et finalement, ça se fait. Et donc oui, on apprend à concevoir des produits qu'on peut fabriquer plus facilement, qu'on peut fabriquer moins cher. Et aussi, je pense qu'un aspect qu'on inculque de plus en plus, c'est l'aspect de souveraineté. C'est-à-dire que si on se rend dépendant d'un équipement, parce que finalement, on ne fabrique pas tout, il y a toujours des puces qu'on va aller acheter ailleurs. Si on se rend dépendant d'un unique composant, c'est aussi une vulnérabilité. Et donc, quelque part, c'est quelque chose qu'on inculque. Vraiment cette notion de faire attention à toute la chaîne de valeur, du plus petit bout au plus gros bout qui est peut-être le plus visible. Oui, et là on rejoint les questions de souveraineté qui sont évidemment évoquées beaucoup ces temps-ci, mais qui montrent aussi qu'il faut penser dès aujourd'hui et dès hier, j'allais dire, autrement pour produire demain une entreprise qui sera aussi compétitive et souveraine et donc qui sera choisie pour ces contrats. Les contrats de défense, ça peut faire vivre une entreprise. L'usage dual, il est important pour l'avenir des entreprises aujourd'hui, l'Alliance New Space. Du côté de l'Alliance, quel est votre regard peut-être sur... Vous avez dit que l'export, Samuel, c'était ce qui pouvait être la clé de la réussite pour aller plus vite et être capable d'aller industrialiser. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour vous qui vont jouer? Est-ce que tout le monde est égal? Par exemple, est-ce qu'un manufacturier va avoir plus d'avenir dans cette nouvelle phase qu'un fabricant de fusée, par exemple? Je pense qu'il faut séparer et distinguer plusieurs catégories d'acteurs au sein du New Space qui n'ont pas les mêmes enjeux et pas la même approche. On a la première catégorie qui sont ces néo-prime, donc nouveaux maîtres d'œuvre industriels qui veulent développer un système complet, l'assembler, le produire et le vendre, qui peut ressembler à un Airbus quand il fabrique un satellite ou un Airbus Defence Space ou un Thales Alenia Space. On a le deuxième volet qui est plutôt un équipementier, qui va vendre un produit, un composant, un moteur de satellite. Et on a le troisième volet qui sera plutôt le fournisseur de services ou le fournisseur ou l'opérateur de constellation. Et là, dans ce volet-là, dans le volet fournisseur, un service, il sera forcément mondial et il sera nécessaire dans le monde entier. Et donc, on pourra attacher un service commercial qu'on pourra vendre à la fois à des départements de la défense étrangers et à des acteurs commerciaux, à la fois en France et à l'étranger. Sur un néo-prime, l'approche sera différente parce que l'idée sera aussi de se positionner pour trouver sa place dans un secteur où on est en train de verticaliser de plus en plus les capacités spatiales et de voir où est-ce qu'il veut se positionner sur cette activité-là et les développements. Et finalement, l'enjeu pour ces acteurs-là, ça va être de se dire comment à l'international on peut se développer, comment on peut recréer des coopérations au niveau européen avec d'autres acteurs industriels, parce que la supply chain est aussi une belle façon de créer des coopérations entre une boîte polonaise avec une boîte française ou une boîte belge. Et dans le même temps, le dernier sujet, c'est comment au niveau européen, on va faire évoluer notre approche de commande publique pour acheter des solutions sur étagère, acheter du service, ce qui ne va pas forcément remplacer toutes nos capacités patrimoniales, mais qui va se faire en complément de ces capacités-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase de développement où on a des besoins massifs de capacités spatiales
pour des activités militaires ou de sécurité civile. Et finalement, on ne pourra pas y répondre uniquement avec des capacités patrimoniales, c'est-à-dire qu'ils sont achetés et développés par le ministère des Armées. Et donc, acheter du service à une entreprise privée commerciale française permet de soutenir cette entreprise, la permettre de devenir un champion à l'échelle internationale, tout en permettant de répondre à un besoin institutionnel propre. Et de cette façon-là, si l'entreprise a vraiment une vision marché et se développe sur un marché, on vient vraiment la soutenir avec une commande plus qu'une subvention ou une autre activité. Est-ce que la préférence européenne, elle peut combler les besoins de financement qui peuvent arriver, le manque de commandes Très parfois clairement, puisqu'on parle de passage à l'échelle, il faut aussi qu'on change d'échelle et qu'on arrête de raisonner national et qu'on raisonne vraiment au minimum européen, voire international. Et là, je vais parler pour moi. Donc effectivement, notre programme Connect Blackness, c'est essentiellement quand même pour l'écosystème français. On travaille déjà très bien avec l'ESA et avec la Commission européenne, mais demain, il faut vraiment qu'on le fasse beaucoup plus. Parce que si on veut que nos champions deviennent des vrais champions internationaux, il faut déjà qu'ils deviennent des champions européens. Donc, il faut vraiment qu'on adapte et qu'on aligne nos programmes nationaux avec ceux qui sont européens, ça c'est clair. Et peut-être que la défense européenne, s'elle était mieux organisée, ça aiderait nos champions nationaux. C'est vrai que la défense, elle est quand même très nationalisée en Europe. Bien sûr. Si on avait une vraie défense européenne, je pense que ça nous aiderait. La tendance n'est pas à l'européen en termes de défense, si je puis me permettre, ne serait-ce que dans l'attribution des budgets. Et on n'est pas les premiers à attribuer des budgets défense par rapport à nos voisins allemands, par exemple, si on peut citer cela. Est-ce que vous avez un regard sur cette question de préférence européenne? Et aussi, peut-être, j'ajouterais, sur une question de réglementation européenne, puisque c'est le sujet d'actualité aussi. À Bruxelles, qui est un peu en bras de fer avec Starlink sur la question des fréquences, etc. Et donc ce choix de dire non, on va garder aussi ce qui fait notre atout pour nos Européens. La sensation, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur ce besoin. Effectivement, vous parlez de Starlink, etc. On l'a observé, ou même on parle d'autres sujets anthropiques qui est obligé de fermer l'accès à ces modèles d'IA. Du jour au lendemain. Bien sûr. Donc il y a une prise de conscience évidente. Après, le sujet, c'est comment on continue à vivre, entre guillemets, au jour le jour, en préparant cette transition pour être totalement en souveraineté. Et le sentiment, c'est quand même qu'au niveau européen, cette prise de conscience est de plus en plus forte. On peut observer peut-être des sociétés qui avaient peut-être plus pignon sur rue en étant pas seulement en Europe, venant d'ailleurs, et qui sont de plus en plus forcées, contraintes, et que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. C'est vrai, notamment des profils franco-américains qui avaient aussi un intérêt d'un point de vue de la réglementation à garder ce pied entre les deux mondes et qui vont devoir peut-être se réorienter. Exactement. Le Next Space, c'est le mot qui va ressortir de cette journée aujourd'hui. Est-ce que vous avez votre propre définition? Est-ce que c'est ce qui décrira demain en quelques mots chacun pour conclure ce talk? Peut-être en quelques mots, consolidation, résilience et souveraineté. Ce sera consolidation / maturation. Et voilà. Oui, ça pourrait être effectivement de passer de l'innovation technologique à la production, à la réduction des coûts, passage à l'échelle, niveau européen déjà. Voilà, ce serait ça pour moi, le Next Space. Le Next Space. Alors moi, ça va plutôt être un espoir, je vais le présenter comme ça. L'espoir qu'on arrive à réellement aller dans des ruptures technologiques où on pensera plus loin, mais vraiment plus loin. Je pense que de l'autre côté de l'Atlantique, il y en a qui y pensent déjà, mais vraiment, voilà, aujourd'hui, on est très enfermé dans le marché parce qu'on est obligé d'être rentable, mais malgré tout, il ne faut pas perdre de vue que le spatial, ça reste un rêve dans les yeux de tout le monde. Et moi, j'ai un rêve qui est vraiment de voir développer des technologies pour des vaisseaux interstellaires, vraiment le next space. Très bien. Une vision très anticipée de la suite. Samuel, pour conclure cette émission. Pour moi, note d'espoir aussi, espoir plutôt européen, c'est-à-dire de dire qu'on arrive à redonner à l'Europe sa puissance spatiale qu'elle a connue par le passé, qui est aujourd'hui disruptée par beaucoup d'acteurs, notamment aux États-Unis. Mais je pense qu'on a toutes les capacités aujourd'hui de revenir sur le devant de la scène. Et à la fois start-up, grands groupes et tous les acteurs, avec le monde académique et le monde de la recherche, je pense qu'on peut arriver dans cette nouvelle étape. Peut-être le Next Space serait donc cette nouvelle formule, cette nouvelle recette pour réunir après un temps d'émulation tous les acteurs européens et faire un champion, Vincent. Oui, peut-être pour ajouter, il y a vraiment cette notion d'écosystème que tu évoques. On a commencé maintenant depuis, je pense, une dizaine d'années à aller vers ceci. Et il faut continuer à consolider entre les écosystèmes, clairement, travailler ensemble. Et peut-être, comme on est en Europe et qu'on vit des temps, aujourd'hui il fait un petit peu chaud, c'est un peu facile, mais il y a un vrai enjeu. Pour moi, l'espoir, c'est aussi que le spatial soit de plus en plus
dans un cercle vertueux, Oui, durable. avec les enjeux certes du haut à côté qu'il faut bien gérer, mais sûr. quand même contribution de plus en plus à tout ce qui est développement durable, etc. Je pense que ça peut vraiment être aspirationnel aussi pour les jeunes générations. Et donc voilà. Et embarquer tout le monde dans cette aventure du spatial qu'on est venu observer aujourd'hui aux Assises New Space. Merci à tous d'avoir échangé sur ce secteur avec nous dans notre talk. On enchaîne avec notre dernière interview dans cette émission spéciale. À tout de suite.